Pourquoi je reçois Pascal Lamy? D'abord, bonjour Pascal Lamy, pour Bonjour. vous faire plaisir, non pas à vous, mais à ceux qui nous regardent quand la France s'éveillera. J'espère aussi vous faire plaisir à vous. Le livre est publié aux éditions Odile Jacob. Alors, toutes les questions que vous posez sont des questions qui passionnent les Français. Je vais les lister, hein. La mondialisation, le capitalisme, l'euro, le protectionnisme, que faire des Russes, la quarantaine, comme c'est le cas actuellement, des Chinois. Le président arrive en France, donc il y a beaucoup de questions. Mais ce qui est intéressant quand je vous reçois ce matin, c'est que vous êtes à la fois le cauchemar, j'ai listé, étant donné les thèses que vous défendez, de Mélenchon, de Marine Le Pen, de Montebourg, d'une manière plus subtile, de Dupont-Aignan ou de Chevènement. Est-ce que vous avez conscience qu'une grande partie de la gauche française, voire de l'extrême droite, est finalement sur des positions qui sont radicalement opposées à celles que vous avez défendues comme patron de l'OMC? Bien sûr, j'ai bien conscience de ce décalage, de ce que je pense, de mon expérience, qu'effectivement je raconte dans ce livre, et d'une assez grande partie de l'opinion française. Et je pense d'ailleurs que c'est cette espèce de pensée unique en France, selon laquelle l'essentiel de nos problèmes viendrait des autres, De la mondialisation. de la mondialisation, de l'Europe, de nos voisins, des étrangers. Je pense que c'est ça qui est à l'origine d'un certain nombre de blocages, et qu'aussi longtemps qu'on ne le changera pas, et j'essaie de proposer des faits, des arguments, des chiffres, On va y venir, ouais. qui devraient conduire à considérer le monde autre chose que comme un cauchemar. Mais on a l'impression que François Hollande, puisqu'il faut lier la réflexion à l'actualité, finalement, il est des deux côtés à la fois. C'est-à-dire qu'en même temps, il a parfaitement conscience, comme ancien HEC, qu'il faut absolument faire ce que vous voudriez qu'on fasse pour le pays, quand la France les verra. Et de l'autre côté, il a Mélenchon, les Verts, une partie de sa gauche qui, finalement, vit dans un monde qui n'existe plus. C'est-à-dire un monde sans mondialisation. Je crois que c'est exactement ça, et je crois qu'il lui appartient en tant que Mais là, il faut qu'il disons, décide dans les heures qui viennent. le grand maître du récit français, de l'histoire de la France dans le passé, actuellement et dans l'avenir. Je crois qu'il lui appartient, par son discours, par son cap, par la ligne stratégique qu'il donne pour l'avenir, justement de renverser cette tendance à considérer que nos problèmes viennent d'ailleurs. Donc il faut qu'il plonge dans la mondialisation d'une manière définitive. Je crois qu'il ne s'agit pas... Non, mais avec raison, avec Absolument. réflexion. Cette mondialisation Mais- a des bons côtés et des mauvais côtés. Simplement, si on a l'ambition de la changer, ce qui est le cas de la gauche dans le monde, les mouvements progressistes ne se satisfont pas de la mondialisation telle qu'elle est. Simplement, si on veut peser dessus, si on veut la changer, il faut établir un rapport de force. Et pour ça, rentrer dedans et ne pas lui tourner le dos. Alors, je rappelle que vous avez travaillé avec Jacques Delors à la Commission européenne, que vous êtes de gauche, parce que c'est important dans la conversation qu'on a ce matin, et que vous avez dirigé l'OMC. Je vais prendre 2 ou 3 sujets, parce que les Chinois arrivent, les Russes, on les boude, et l'euro, on s'en méfie. Il y a de plus en plus de gens, par exemple, qui considèrent, ce qui est bien, c'est que par rapport justement à tous les articles de presse sur les modifications gouvernementales, on peut prendre un peu de distance. Il y a beaucoup de gens qui considèrent, y compris maintenant des banquiers, qu'il faut sortir de l'euro. Et vous répondez dans le livre, c'est une absurdité. Oui, je crois que ce serait une erreur de le faire. L'euro unit un certain nombre de pays européens, a protégé un certain nombre de pays européens de turbulences monétaires qui auraient certainement été catastrophiques. Et tout ce que j'ai vu, et je regarde ça de près, c'est toujours intéressant de voir au fond des propositions nouvelles, tout ce qui ressemble aux modalités de sortie de l'euro me paraît C'est à catastrophique. sortir carrément ou avoir 2 euros, un pour les pays forts, un pour les pays faibles, voire associer les euros avec les monnaies nationales, tout ça vous paraît absurde. Donc tout ça me paraît... Mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à ça. Je comprends qu'on réfléchisse. Simplement, il faut proposer des solutions viables. Sortir de l'euro pour un pays comme la France, avec le niveau d'endettement que nous avons et le niveau d'insertion 1800 milliards. que nous avons dans l'économie internationale, me paraîtrait une régression considérable. C'est le cœur du pari de Marine Le Pen, qui est en train d'exploser électoralement. Oui, mais je vois bien cela, je regarde les chiffres, je comprends un certain nombre de souffrances françaises, je comprends qu'il y a des Français qui protestent, qui râlent, qui, au fond, sont à la recherche du premier Yaka Faucon, ce qui, en gros, est le programme du Front National. Quand on regarde ça... Oui, mais alors de près, démontez-le ce matin. Ça ne tient pas debout. Mais pourquoi? Si la France sortait de l'euro demain, l'économie française rétrécirait, le chômage en France empirerait. Vous êtes certain? J'en suis absolument convaincu. Donnez-moi une preuve. La preuve, en économie, la preuve, elle est dans les chiffres, elle est dans ce qui se fait. Regardez ce qui a failli se passer pour la Grèce. Si l'ensemble des Européens, y compris les Grecs, ont souhaité rester dans l'euro, c'est parce qu'ils se sentent mieux dedans que dehors. Regardez d'ailleurs
les sondages en France, à un moment où le soutien à l'intégration européenne est très bas, quand on pose la question aux Français, est-ce que vous voulez rentrer ou sortir de l'euro, ils répondent encore de très loin majoritairement, nous voulons rester dans l'euro. Question à caractère personnel sur ce livre, et après on revient au fond des affaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, alors je vais faire dans l'ironie, finalement Pascal Lamy, c'est Dominique Strauss-Kahn sans le libertinage, il serait formidable à Bercy. Est-ce que vous avez entendu ces réflexions, et est-ce que c'est une ambition qui vous intéresse? Non, la différence, c'est que... Je ne parle pas du libertinage. Dominique Strauss-Kahn avait des ambitions politiques en France, ce qui n'est pas mon cas. Je vais avoir 67 ans. Il y a des tas de choses qui m'intéressent dans la vie. C'est pas une question de ne pas être en pleine forme, c'est une question de disponibilité, de liberté. Je suis, depuis que j'ai quitté l'OMC en septembre, libre. Je m'occupe des océans, du sida, de l'éthique du tourisme, de l'intégration régionale en Afrique. Ce sont des choses passionnant. Tout le monde dit qu'il y a trop de monde à Bercy, qu'il faudrait qu'il y ait un patron, pourquoi pas vous? Ce n'est pas mon ambition, et je ne crois pas que ce soit l'intention du président de la République, qui est le grand maître des cérémonies dans notre pays. Mais vous êtes certain. Mais vous dites vous-même dans le livre, pardonnez-moi, répondez, puis après je... Non, ce n'est pas mon ambition, et j'ai d'autres choses à faire, et j'ai d'autres objectifs dans la vie, notamment au service des grandes causes auxquelles je crois. Vous écrivez dans le livre que le président de la République à la française, le fameux monarque, c'est une spécificité que nous avons. C'est-à-dire qu'on est les seuls à avoir un président en fait qui décide de tout, qui fait tout et qui gouverne tout. Si on veut bien regarder, comme j'ai eu l'occasion de le faire depuis une trentaine d'années, la France de l'extérieur, tout en ayant une certaine complicité avec mon pays, c'est vrai que c'est quelque chose qui frappe. Il y a des spécificités françaises, il y a des grandes différences françaises. Dans un certain nombre de cas, je les approuve, et notamment cette idée qu'il faut avoir une vision pour ce monde, qu'il faut le gouverner, qu'il faut donner un sens politique. Mais c'est vrai que cette hyper-centralisation du pouvoir, de l'administration... Plus qu'aux États-Unis, et même plus que Poutine ou que le Chinois qui arrive. Infiniment plus qu'aux États-Unis, dans la mesure où, c'est vrai, les États-Unis ont un système présidentiel. Et à vrai dire, un système politique qui fonctionne assez mal. Mais si le système politique fonctionne assez mal aux États-Unis, ça n'influence que 10% de la course des États-Unis dans le monde moderne. En France, si l'État ou la politique marche mal, c'est 60% du pays qui est affecté. Je ne parle pas de la Russie, qui, comme chacun sait, n'est pas une Donc démocratie. ce qui se passe aujourd'hui avec les élections municipales premier et deuxième tour, c'est quand même de la faute de François Hollande. Ce qui se passe, je crois, c'est de la faute de 15 ans d'une dérive des finances publiques, d'une montée du chômage, d'une dégradation de la compétitivité. Tout ça, ce sont des mouvements de moyen et long terme. Le chômage en France est le résultat, en grande partie, de la dérive des finances publiques depuis 30 ans et de la perte de compétitivité française. C'est redressable. D'autres pays l'ont fait, pas loin de chez nous. C'est parfaitement faisable. Je ne crois pas l'Allemagne, la Suède, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas. Et vous êtes actuellement sur plein d'exemples. Oui, vous êtes actuellement sur une ligne défendue par Hubert Védrine, défendue par Luc Ferry, défendue par vous-même, qui est une ligne, disons, de la raison social-démocrate. Pourquoi cette ligne n'est pas celle, puisque vous dites que ça fait 15 ans qu'on fait n'importe quoi, pourquoi cette ligne n'est pas celle qui s'impose? Parce que je crois que l'histoire de la France, sa culture, la vision qu'elle a du monde traditionnellement, la conduit à une certaine... la vision du monde qu'elle a est une vision négative. On ne peut pas, dans la planète telle qu'elle est aujourd'hui, on ne peut pas sortir de cette planète. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il faut peser, il faut aller à l'offensive, il faut reprendre espoir. Et la France a des tas d'atouts qu'elle pourrait très bien développer, mais au fond, qu'elle ne développe pas parce que son système est devenu trop gros, trop bureaucratique, trop lourd, parce que c'est... Il faut diminuer l'importance de la... Puisque la dépense publique, c'est gigantesque en France. Est-ce que vous considérez qu'à un moment, la gauche doit aller contre ses électeurs et leur expliquer que maintenant, une partie de la fonction publique doit disparaître? Ou en tout cas, le périmètre de l'État doit changer? Je crois qu'il faut expliquer, démontrer qu'avec 5% du produit national brut en moins dans la dépense publique, on ne change pas le périmètre des services publics. Il y a 5% de gains de productivité à faire en réorganisant l'administration française. C'est comme dans une entreprise. Oui, ce sont les électeurs de gauche à qui vous demandez de faire ces restrictions. Et je ne vois pas pourquoi les électeurs de gauche ne
comprendrait pas que 5% de charges publiques en moins sur l'économie française, c'est bon pour l'emploi et pour la justice sociale. Parce que, par exemple, quand ils partent à la retraite à 55 ans, ils n'ont absolument pas envie de se mettre aux normes démographiques d'aujourd'hui. C'est un problème d'intérêt, d'avantage acquis. On sait bien que la durée de la vie augmente, ce qui est une bonne nouvelle, et que par conséquent, il faut partir à la retraite plus tard. Tous les pays qui l'ont fait, et notamment les pays sociodémocrates, et d'un certain point de vue, l'Allemagne n'est pas loin de cela. Regardez les résultats sur le chômage. Regardez où est le chômage en Suède, où est le chômage aux Pays-Bas, où est le chômage en Allemagne, où est le chômage en Australie, où est le chômage au Canada. J'ai 3 questions pour terminer qui sont importantes. D'abord, vous partez d'une manière assez convaincante en guerre contre une certaine forme de protectionnisme, c'est-à-dire en disant au fond, ce qu'on exporte, c'est aussi ce qu'on importe. Donc mettre des gendarmes à Strasbourg ou aux frontières de l'Europe, ça ne servira jamais à rien. C'est l'expérience de mes 8 ans à l'Organisation mondiale du commerce. C'est comme ça que j'interprète cette formidable révolution dans les modes de production de biens et de services. Les droits de douane n'ont plus de sens. Ce qui fait du sens, par contre, ce sont des mesures de précaution. C'est de ne pas importer des poulets qui sont traités au chlore, c'est de faire attention aux OGM, c'est de faire attention à la taille des pare-chocs des voitures pour que ce soit moins dangereux. Autrement dit, il y a de bonnes raisons de s'intéresser à la régulation de l'échange, mais ça n'est plus... Mais le douanier qui dit stop, c'est terminé. Mais pourtant, nous, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les Chinois? On ne peut pas arriver à leur vendre des centrales nucléaires. Donc, ils sont hyper protectionnistes. Ils sont protectionnistes dans un certain nombre de cas. Nous le sommes aussi dans d'autres cas. Si vous voulez, le droit de douane moyen agricole européen aujourd'hui est supérieur au droit de douane moyen agricole chinois. Bon, on leur vend des Airbus, ils nous vendent des t-shirts. Il y a là un mouvement qui, à mon avis, va dans le bon sens, parce que c'est quand même, en gros, ce qui a permis aux Chinois de se développer, et donc de nous acheter des Airbus. C'est bien de le recevoir, le président chinois. Bien sûr que c'est bien de le recevoir. C'est la deuxième puissance de cette planète. Ce qu'ils font est terriblement important pour nous, et selon que le président chinois a réussi à guider son pays dans la bonne direction ou non, notre sort, nos emplois, notre économie en sera fondamentalement affecté. Oui, mais nous ne sommes pas en train de recevoir quelqu'un qui va nous écraser, nous exploser, parce que beaucoup de gens le pensent. Avec bonjour, venez, cher maître. Et puis finalement, l'économie française sera pulvérisée par la puissance chinoise. Écoutez, les Chinois sont un très grand pays de ce monde. Ils ont une économie et un système qui s'est correctement développé. C'est pas les rois de la démocratie. Selon des modalités politiques qui ne sont pas les nôtres, mais si vous voulez, Confucius, ça n'est pas Descartes. Dernière question, et nous en terminerons. Je rappelle d'ailleurs qu'Éric Revel, le patron d'LCI, veut vous inviter dans sa grande émission qui a lieu le soir, justement, avec des décideurs. Donc, si vous le voulez, il serait ravi que vous l'acceptiez. Très volontiers. Dernière question, est-ce qu'il faut mettre Poutine en quarantaine? Parce que c'est le cas actuellement. Non, je crois qu'il faut lui indiquer clairement qu'il y a des limites à ne pas franchir. Je crois qu'il serait assez bon, d'ailleurs, de définir ces limites pour que le jeu soit clair. Il a commis des actes, annexer l'Ukraine est quelque chose qui n'est pas conforme au droit international, et donc dans ces cas-là, il faut donner des signaux de stop, à condition qu'on soit bien d'accord sur le stop. Et je pense que ce qui a été fait, même si pour l'instant ça reste largement symbolique, va dans le bon sens. Il doit comprendre qu'on est au 21e siècle et plus au 19e. Merci beaucoup. Le livre s'appelle « Quand la France s'éveillera ». Il est publié aux excellentes éditions Odile Jacob. Et c'est une réflexion donc sur l'état de la France aujourd'hui par quelqu'un qui connaît probablement, enfin l'un des Français qui connaît le mieux la mondialisation et la vie économique d'aujourd'hui. Passez la meilleure journée possible. Merci.